Bonsoir, nous respirerons à la fin de ce journal un doux parfum, le parfum d'Yvonne, dont Jean-Pierre Mariel est encore tout imprégné. Bonsoir. Bonsoir. Nous en aurons besoin après nos étapes du jour, l'étape de l'horreur à Perpignan, où Christian Vangeloven est jugé pour le viol et le meurtre de 2 fillettes. L'étape de la mémoire à Versailles, où Paul Touvier a parlé aujourd'hui, sans remords. L'étape des affaires à Bordeaux, où Claude Bèze, l'ancien président des Girondins, a été condamné à 1 an de prison ferme pour escroquerie. Avant d'ouvrir cette chronique judiciaire, faisons le point, en ce lendemain d'élection, sur l'état de la France. Il tient en 2 expressions contrastées, sourire et grimace. Sourire des politiques, ils sont tous contents, et grimace des lycéens, ils manifestent toujours dans certaines villes contre le contrat d'insertion professionnelle. À Lyon, par exemple, où des casseurs non désirés ont également surgi. Le reportage de Françoise Vallée, Olivier Jacquelin et Bruno Giraudon. Révolte des commerçants devant leurs vitrines brisées. Cette fois, les casseurs étaient au départ de la manifestation qui a rassemblé jusqu'à 6000 lycéens dans le centre-ville. Des lycéens aux côtés des sans-domicile fixe, venus eux aussi manifester en début d'après-midi. Dans le désordre, le cortège arpentait les rues de Lyon en réclamant la suppression du CIP. Mais sur son passage, des voitures endommagées, des abribus brisés, des vitrines dégradées, le travail de 200 à 300 casseurs bien décidé à en profiter. On a vu qu'ils servaient, qu'ils se battaient pour servir, et puis voilà quoi. Vous avez vraiment l'impression de nous faire voler votre manif? Ouais, plus ou moins. Du moins qu'il y en ait beaucoup, qu'il y en a un paquet qui en profite à cause de ça. C'est plus le sujet quoi, là c'est le sujet du profit. C'est là-bas qui casse. Vers 16h, les forces de l'ordre interviennent place Bellecour pour disperser les manifestants. Jets de pierre, gaz lacrymogène, course-poursuite dans les rues adjacentes, arrestation musclée. Bilan de la journée, une quarantaine de vitrines brisées, plusieurs dizaines de véhicules endommagés, une quarantaine de personnes interpellées. Et au même moment, à Paris, Michel Giraud, le ministre du Travail, et les représentants des syndicats tentaient de se mettre d'accord sur ce projet qui pose problème. Pascal Golomer, Michel Janoulatos. Les embouteillages des grands jours dans la cour du ministère du Travail. Tous les partenaires sociaux ont finalement répondu à l'invitation de Michel Giraud. Même la CGT, qui avait pourtant claqué la porte le 3 mars dernier. Les uns après les autres, ils ont discuté de la dernière mouture du CIP. À prendre ou à laisser, a encore dit hier le ministre. Et à la sortie, il y a d'abord les satisfaits. La CGC estime que cela va dans le bon sens, rassurée sur le sort réservé aux jeunes diplômés et sur le contrôle du tutorat dans l'entreprise. Rassurée également la CFTC, qui estime désormais la bataille contre le SMIC jeune gagnée. Merci. Nous nous sommes mis d'accord pour obtenir qu'il n'y ait plus de SMIC jeune. S'il n'y a plus de SMIC jeune, à quoi cela sert-il de continuer à mettre les jeunes dans la rue? Je ne comprends pas. Et je me pose des questions. Est-ce que ça signifie qu'il y a des enjeux autres que le SMIC jeune qui auraient pu motiver l'action à 4? Si tel est le cas, c'est une tromperie, je ne peux pas l'accepter. Car le front du refus, il existe encore ce soir. La CFDT, FO et la CGT ne veulent toujours pas entendre parler du CIP. Parce que les diplômés n'ont pas à être moins payés que les autres, parce qu'aussi le tutorat en entreprise leur paraît bien flou, ils réclament l'abrogation du décret. Le CIP est pour moi mort-né. Il a une tâche originelle et il ne sera pas utilisé par les employeurs. Et j'ajouterai que nous, organisations syndicales, nous allons dire à nos syndicats de veiller justement à ce que dans les entreprises, les employeurs n'utilisent pas ce mode de recrutement. Des employeurs qui, par la voie du CNPF, trouvent le CIP bien compliqué, trop, pour être efficace. Michel Giraud compte pourtant promulguer un décret complémentaire. Très vite, il devrait soumettre le texte définitif à Édouard Balladur dans les prochaines heures, sans avoir obtenu le consensus, loin de là. C'est donc encore l'impasse. Certains syndicats comme les jeunes se montrent déterminés. Nous étions tout à l'heure à Lyon. Allons maintenant à Nantes avec Jacques Deveau et Bernard Mathiot. La mobilisation ne faiblit pas à Nantes. Cet après-midi, à la faculté des lettres, une assemblée générale a réuni plus d'1 millier d'étudiants. Plus déterminés que jamais à réclamer le retrait du CIP, le résultat des élections cantonales ne change rien à leurs revendications. On a vu les cantonales hier, on a vu qu'il n'y avait pas vraiment de changement. Mais c'est pas un changement qu'on veut. On veut quelque chose qu'on nous écoute d'abord. C'est pas, on est contre le gouvernement parce qu'il ne nous a pas écoutés. On est contre le gouvernement même d'avant parce qu'il n'y a pas eu grand-chose. Ce modèle social, c'est pas seulement actuel. Ça s'est fait depuis 10 ans, depuis 15 ans. Les gens commencent à se rendre compte un petit peu des problèmes sociaux, que la politique du gouvernement en fait n'est pas
pas une bonne politique. Quand on voit les contestations sociales et tout ce qui peut se passer actuellement, ça va venir, mais il faut laisser un petit peu le temps aux gens aussi. L'opinion publique n'est pas manœuvrable et elle change doucement, elle change toujours doucement. La détermination des étudiants et lycéens s'est une nouvelle fois exprimée dans la rue. Unis aux syndicats, ils étaient 4000 selon les forces de l'ordre. Mais au retrait du CIP s'est ajoutée une autre revendication, la levée des condamnations prononcées après la manifestation de jeudi. Ambiance tendue au passage devant la préfecture. D'ailleurs, actuellement, en fin de manifestation, 400 à 500 individus provoquent le service d'ordre en lançant des pierres. Le gouvernement reste confronté à ce problème. Il pouvait penser que le climat social allait peser sur le résultat des élections cantonales, à son détriment. Il respire ce soir, il respirait déjà dès hier soir, et miracle électoral, la gauche est elle aussi satisfaite parce qu'elle revient de loin. Jérôme Catala nous présente les résultats officiels et les enjeux du second tour. 44,6% des voix pour la droite, 40,5% pour la gauche. Voilà le rapport des forces tel qu'il apparaît à l'issue de ce premier tour des élections cantonales. Dans le détail, à l'intérieur de la majorité, RPR et UDF sont au coude à coude, avec chacun plus de 15% des voix. À gauche, le Parti socialiste obtient 22,5% des voix, le Parti communiste 11,5%. Le Front national de Jean-Marie Le Pen atteint 9,7% des voix, 3,5% pour les écologistes, avec un net avantage aux Verts sur Génération Écologie. Au vu de ces résultats, la droite peut espérer gagner les présidences de plusieurs départements à l'issue du second tour. C'est le cas dans les Hautes-Pyrénées, où le ministre de la Santé, Philippe Douste-Blazy, a été facilement élu. C'est le cas également dans la Creuse, dans la Gironde, le Tarn et dans le fief chevènementiste du territoire de Belfort. Double objectif pour la gauche au second tour, d'abord tenter de reconquérir la Dordogne ainsi que la Haute-Corse perdue en 1992. Deuxième objectif, conserver les Côtes d'Armor où le PS a bien résisté hier, et la Nièvre, un département présidé pendant près de 20 ans par François Mitterrand. Gros plan maintenant sur 4 départements qui illustrent ce premier tour. Allons d'abord avec Roland Sicard et Hervé Maury à Marseille, où Bernard Tapie pense déjà à la mairie avant même de devenir éventuellement conseiller général. Lendemain de bataille à la permanence de Bernard Tapie. Analyse des résultats, préparation du second tour. En tout cas, le patron de l'OM ne fait plus de déclarations. Il faut dire qu'hier soir, il avait déjà presque tout dit. C'était en direct sur France 2. Si je n'étais pas encouragé avec 44% au premier tour contre tous les autres... Ça veut dire que vous êtes candidat ce soir à la mairie de Marseille ? Ça veut dire qu'il y a de grandes chances que je sois candidat. Tapie, quasi candidat à la mairie, la nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre. Et 2 hommes sont tout spécialement concernés. D'abord, Jean-Claude Gaudin, le patron de la droite marseillaise, mais Gaudin le dit bien fort, tout cela ne le tracasse pas. On ne nous entraîne pas déjà, alors que ces élections cantonales ne sont pas terminées, vers les municipales. Marseille a besoin de tout, sauf d'une campagne électorale anticipée. Donc vous n'êtes pas inquiet? À chaque élection suffit sa peine et chaque élection est différente de la nôtre. Question posée ensuite à Robert Vigouroux, le maire de Marseille. Il est étiqueté divers gauche, les intentions de Tapie devraient donc logiquement le préoccuper. Mais Vigouroux fait comme il a toujours fait, il fait comme si de rien n'était. Nous réalisons notre programme, celui que nous avions proposé à la population, c'est ce qui m'intéresse actuellement. Le temps passera, nous verrons bien. Vous n'êtes pas inquiet? Je suis confiant. En tout cas, les choses sont maintenant claires. Les protagonistes de la campagne des municipales à Marseille sont en place. Hier, Bernard Tapie a marqué un point, mais à plus d'1 an de l'échéance, rien n'est joué, car en politique, tout le monde le sait, il y a une grande différence entre gagner une bataille et gagner la guerre. On guettait un peu plus à l'est, dans le Var, l'effet électoral des affaires en tout genre. Maurice Arex en a souffert au profit du Front National. Thierry Curtet, Christophe Vignal. Dans la rade de Toulon, le vote d'hier est analysé comme une sanction, mais pas encore comme un désaveu du président du Conseil général du Var. Il y a toujours le doute qui subsiste, alors peut-être bien que, justement, M. Arex peut-être fait les frais de cette histoire. Dans l'entourage de Maurice Arex, on veut rester confiant. Certes, il a perdu la moitié de ses voix par rapport à 88. Certes, il y a eu mobilisation qui a d'abord profité au Front National, mais il estime avoir limité la casse, malgré l'affaire Yann Pia. Je ne peux pas dire que ces résultats m'ont fait sauter de joie, c'est vrai. Enfin, ils ne sont pas si mauvais que ça. Parce qu'avec, je dirais, les événements et ce qui en a résulté, arriver à 172 voix derrière la candidate du Front National, c'est quand même pas une élection épouvantable.
Celle qui menace le patron du Var, c'est Éliane Delabrosse, Front National. Elle le devance de 2%. Elle poursuit sa campagne sur le thème « Je sais choisir mes fréquentations, moi ». Monsieur le Président du Conseil général n'a qu'à être absolument inattaquable. Lorsqu'on a de telles fonctions, on doit être inattaquable. Et il semble qu'il ne l'est pas, ne serait-ce que par ses relations. Les candidats éliminés se mobilisent contre Maurice Arex, bien seul aujourd'hui. D'abord le candidat dissident de la droite, 13% au premier tour, appelle à voter Front National. C'est ensuite le PS, 16%, qui refuse de choisir entre l'UDF et le FN. Pour les socialistes aujourd'hui, nous ne donnons aucune consigne de vote parce que pour nous, entre la peste et le choléra, c'est la même chose. Arex et le Front National, aucune différence. Maurice Arex concentre sur son nom les effets de l'affaire Yann Pia, son seul espoir, son enracinement. Il est élu ici depuis 40 ans. Ce revers de la majorité dans le Var ne constitue qu'un accroc. Le RPR et l'UDF s'imposent dans la plupart des départements et pourraient même ravir à la gauche la patrie de Jaurès, le Tarn, Isabelle de Lyon, Gilbert Uzan. Jaurès harangue la foule, mais la statue est figée et le public absent. Le Tarn, patrie du grand homme socialiste, est sur le point de basculer à droite. La gauche remet en jeu 17 sièges sur les 25 qu'elle détient au Conseil général. Si quand on a la balance, il suffit que la droite en emporte 4 pour prendre la majorité dans l'Assemblée départementale. La lutte sera difficile selon Paul Quilles. Le Tarn est son fief et il a soutenu tous les candidats socialistes en lice. Selon lui, les déçus du gouvernement Balladur ne se sont pas manifestés au premier tour, ils se réveilleront pour le second. Dans un contexte de décentralisation qui existe depuis une dizaine d'années, le rôle du Conseil général est important. Et le fait que la majorité du Conseil général du Tarn soit actuellement à gauche, ça peut être un contrepoids à certains excès, à certaines dérives de la politique nationale, de la politique du gouvernement actuel. C'est à Castres que se joueront 2 des batailles décisives, avec une incertitude quant au report des voix du Front National qui a obtenu là jusqu'à 13% des suffrages exprimés. La droite qui se dit modérée aura-t-elle besoin de les séduire ? Pour Philippe Bonnecarrère, jeune député RPR, pressenti comme futur président du Conseil général en cas de victoire de son groupe, la question est sans importance. Le débat n'est pas pour nos candidats sont en tête, madame. Il y a une dynamique de succès, cette dynamique de succès va aller jusqu'au bout le 27 mars au soir. La droite n'a vu qu'un seul de ses candidats élus au premier tour contre 8 pour le PS. Mais les socialistes l'ont emporté dans le nord du département, sa partie industrielle, au lieu de lutte ouvrière. C'était là le plus facile. Et même les écolos étaient contents. Ils n'avaient pourtant aucune raison de l'être. Antoine Wechter a été battu dès le premier tour en Alsace, mais il n'a aucune intention de se recycler. Il reste vert, envers et contre tout. Christine Beau, Sylvain Gauthier. Les cantonales, c'est bel et bien fini pour Antoine Wechter. 12% des voix dans le canton d'Irzing, dans le sud de l'Alsace, ça ne suffit pas pour se maintenir au second tour. Pourtant, le leader écologiste avait bien compris qu'il valait mieux se présenter chez soi pour ces élections de proximité. D'ailleurs, dans son village de Fulleren, de 280 habitants, il recueille près de 50% des suffrages. Il est du village, les gens le connaissent bien maintenant. Il est sympathique et tout. Il y en a beaucoup qui ont voté pour lui. Bref, la notoriété d'Antoine Wechter a donc des limites, mais cela n'explique pas tout. Le mode de scrutin majoritaire est un mode de scrutin très défavorable pour les écologistes. Et très défavorable parce que ça ne correspond pas à leur culture. Le mode de scrutin majoritaire suppose notamment des clientèles. Les écologistes refusent ce type de démarche. Battu, le leader des Verts reste tout de même beau joueur avec d'autres écologistes moins malchanceux. Je pense que M. Lalonde, d'une part, a bénéficié d'un contexte un peu plus favorable que le mien, sociologiquement et politiquement parlant. Mais il fait aussi la démonstration qu'il a une bonne image dans l'opinion, contrairement à ce que pourraient croire certains de mes collègues. J'ai eu l'occasion de le féliciter ce matin. Des relations cordiales donc à préserver en vue des prochaines élections européennes, une échéance importante pour les écologistes car il s'agit d'une élection à la proportionnelle. En attendant le vrai printemps de l'écologie, Antoine Wechter a regagné sa maison verte, évidemment. Albert Duroy, peut-on tirer les premiers enseignements de l'entre-deux tours? Première question, est-ce que le gouvernement, à votre avis, est tiré d'affaire? Oui, le gouvernement, vous l'avez dit tout à l'heure, était très rassuré hier soir, car les élections intermédiaires sont souvent très périlleuses pour les pouvoirs en place. Et comme beaucoup d'observateurs avaient présenté ce scrutin comme un test, eh bien, Édouard Balladur a été fondé de dire que ce test était favorable. Alors, est-ce que cela suffira à calmer les turbulences rencontrées ces dernières semaines,
oui, sans doute, pendant quelque temps, en tout cas sur le terrain politique, les élus de la majorité sont rassurés, le flottement constaté d'Édouard Balladur dans les sondages n'a pas rejailli sur eux, et donc la contestation interne qui s'était manifestée pourra maintenant s'apaiser. En revanche, sur le terrain social, et notamment chez les jeunes, l'inquiétude et la colère, on l'a vu aujourd'hui à Lyon, ont déjà repris, et il faudra autre chose de la part du gouvernement pour les apaiser. Alors précisément, la gauche, de son côté, va-t-elle se montrer plus offensive et exploiter dans une certaine mesure le climat social? Mais le paradoxe, c'est que même si dimanche prochain elle perd l'un ou l'autre département, la gauche peut légitimement être également satisfaite et soulagée. Cela étant, ce n'est quand même pas ce résultat d'hier une grande victoire pour elle quand l'opinion est agitée, quand le mécontentement est quand même assez large dans le pays. Une opposition pourrait espérer faire mieux. On a donc un peu le sentiment que la gauche et le Parti socialiste en particulier n'ont pas ou pas encore retrouvé le statut d'alternative crédible. Alors France 2 va toujours très vite, avant même le second tour, Albert. Peut-on parler un instant de la prochaine étape électorale, l'élection européenne? Est-ce qu'à votre avis, il y aura un enjeu de politique intérieure en juin? Oui, parce que cette fois-ci, ce ne sont pas des élections locales et on ne se déterminera évidemment pas seulement en fonction de l'Europe. Ce sera donc encore un test politique, et beaucoup plus difficile cette fois-ci pour la majorité comme pour les socialistes, car il y aura dans les deux camps une concertation interne. Le RPR et l'UDF auront du mal, avec une liste de Philippe de Villiers, à faire le même score qu'hier, de même pour Michel Rocard, avec une liste Bernard Tapie. Mais cette fois, au moins, le gouvernement pourra dire que ce n'est pas lui, mais que ce sont les partis politiques qui sont en cause. Merci Albert, on vous retrouve dimanche prochain. Sachez que demain, nous recevrons à 20 h le porte-parole du gouvernement, Nicolas Sarkozy, et après-demain, le chef du Parti socialiste, Michel Rocard. Si nous avons été incomplets, Minitel 3615 France 2, vous aurez tous les résultats, canton par canton. Paul Touvier a parlé aujourd'hui pour dire qu'il n'était pas antisémite, pour dire qu'il a bien appartenu à la milice et pour laisser entendre qu'il n'avait aucun remords. Dominique Verdeillan, Gilles Daubler. La mémoire sélective de Paul Touvier. Touvier et sa fidélité aveugle à Pétain. Du moment que le maréchal continuait à diriger le pays, on pouvait appartenir à la milice. Le discours de Pétain le 17 juin 40, je n'étais pas le seul à être soulagé. On se disait que cela allait aller mieux. Et le 18 juin 40, lui demande le président Boulard, vous avez entendu l'appel du général de Gaulle? Non, mais c'était un peu pareil, rétorque Touvier. Pas tout à fait, rectifie le président. Pour l'un, la lutte s'arrêtait, pour l'autre, elle continuait. Touvier tout aussi déconcertant quand on évoque la rencontre de Montoire en octobre 40. Cela ne nous a pas étonnés, cela nous a choqués. Un choc relatif, puisqu'en 41, Touvier entre au service d'ordre légionnaire et en 43, dans la milice. Une milice qui stipulait le combat contre la lèpre juive pour la pureté française. Je ne voyais pas d'antisémitisme là-dedans. Il ne faut pas se leurrer, tout cela ne sont que des mots. Devant cette mémoire sélective, les partis civils interrogent le milicien. Étiez-vous au courant du statut des Juifs en octobre 40? Cela m'a échappé, répond Touvier. La lettre pastorale du cardinal Gerlier condamnant ces mesures. Je n'étais sans doute pas à la messe ce jour-là. Les rafles en 42, je n'étais pas au courant. Paul Touvier qui cherche à minimiser ses responsabilités. Je n'étais qu'un petit soldat, comme mon père j'étais très anti-allemand. Nous n'avons jamais été main dans la main avec la Gestapo. Je crois en Dieu et dans le credo il n'y a pas une virgule antisémite. Paul Touvier, qui face à des jurés qui n'ont pas connu cette période, se présente donc comme un accusé ayant la mémoire courte. Cadre supérieur, intelligent, consciencieux, croyant, bon père de famille, voilà le portrait de Christian Vangeloven, l'homme jugé aujourd'hui à Perpignan pour le viol et le meurtre de Muriel et d'Ingrid, deux fillettes de 10 ans, Isabelle Staes, Patrick Deschmecker. Une cage de verre blindée, protégée par des hommes du GIPN, il s'avance avec des airs de bête traquée. Christianus Petronila Petrus Vangeloven, c'est ainsi qu'il se présente, ose à peine lever les yeux, n'affronte jamais le regard des autres. Les autres, le visage d'une mère, la ressemblance frappante avec sa fille Ingrid, des parents figés, livides, et leurs regards mouillés, qui fixent pour la première fois l'homme qui les a plongés dans l'horreur. Acte de torture et de barbarie, dit le président, Vangeloven secoue la tête comme pour dire non. Lui, le bon père de famille, le cadre jovial d'autrefois se cherche des raisons. Son enfance, l'abandon par sa mère à l'âge de 4 ans, le viol par son professeur de latin, ça marque terriblement, dit-il.
Isabelle, Virginie, Romain et tant d'autres. Le président dresse la longue liste des enfants victimes des attouchements sexuels de Vangeloven. Je suis pédophile, répond-il, je me soigne pour ça, je suis malade, je le sais, je le sens. Les psychiatres viennent de faire leur entrée dans un palais de justice quadrillé par 2 compagnies de CRS et le GIPN. On n'a pas oublié ici l'émotion qu'avait provoqué à Elne et dans la région la mort d'Ingrid et de Muriel, et l'on redoutait des manifestations, d'autant que la foule nombreuse se pressait ce matin devant le palais de justice. Mais les familles ont appelé au calme, les parents souhaitent avant tout que le procès se déroule dans la dignité afin qu'un dernier hommage soit ainsi rendu à leurs enfants. Si cet homme avait été soigné avant l'horreur dans un institut de Montréal, aurait-il récidivé? Question posée trop tardivement, mais il nous a paru intéressant d'observer avec Caroline Laudrin et Jean Corneille les méthodes de cet institut qui lutte contre la délinquance sexuelle et qui obtient des résultats. Le traitement à l'Institut Pinel représente une parenthèse dans leur vie carcérale. Ici, il n'y a pas d'échappatoire. Un face-à-face impitoyable avec eux-mêmes, où ils vont devoir pendant 1 an parler de leurs crimes, essayer de comprendre comment ils en sont arrivés là et se prémunir contre la récidive. Rémi est condamné à 4 ans, il est là depuis 5 mois. Oui, je suis pédophile. Et je voulais m'en sortir, j'avais besoin d'aide. C'est difficile au début là, quand on arrive parce qu'il faut quand même s'identifier, dire je suis un agresseur. Ici, c'est des violeurs, des pédophiles. Ici, il y en a qui pensent qu'on vient ici pour se reposer, c'est faux. Il faut réellement s'impliquer à fond. À l'Institut, les détenus sont avant tout des patients. En début de traitement, ils subissent des tests. Le premier porte le nom barbare de plétismographie pénienne. Empruntée aux États-Unis, cette machine permet d'enregistrer les préférences sexuelles de chacun. Seul dans une pièce, il assiste à une projection de diapositives d'enfants, d'adolescents et d'adultes. L'individu qui est assis de l'autre côté installe cet anneau-là autour de son pénis et lorsqu'il y a érection, ça crée une résistance. C'est ce qui se fait une courbe sur le graphique qui démontre l'érection. Ça dresse un portrait, un profil d'excitation sexuelle, mais ça ne dit pas si un individu est pédophile ou un violeur. Comment ça se passe quand on subit un test comme celui-là? Moi, je l'ai trouvé dégradant. Moi, j'ai pleuré. Moi. Je me suis dit, moi, je suis rendu donc bien beau. Je suis rendu donc bien beau. Là. Moi, je me sentais comme un spécimen de laboratoire, là, avec des tests. Puis... Je demande à vous autres, là. Chaque détenu est encadré par un thérapeute avec lequel il fait le point 1 fois par semaine. La plupart des ateliers sont suivis en groupe comme celui-ci, appelé prévention de la récidive. Il consiste à trouver des solutions, à briser cette chaîne infernale qui mène systématiquement du malaise au délit. Et par la suite, les fantasmes, ça déborde, ça ne suffit plus. Puis là, c'est le passage à l'acte dans le délit. L'unité qui traite les délinquants sexuels à l'Institut Pinel ne compte que 20 places. La sélection se fait sur motivation dans les pénitenciers du Québec. D'après leurs statistiques, la récidive en matière de délits sexuels est de 50% lorsque l'individu n'a pas été soigné et de 25% après traitement. À leur sortie, ces hommes ne sont pas guéris, seulement mieux armés et moins seuls pour lutter contre l'escalade dans la récidive. Puissance et décadence, Claude Bèze régnait sur le football bordelais et français il y a quelques années. Il a été condamné aujourd'hui à 1 an de prison ferme pour escroquerie. Gilles Marinet, Francis Lambert. Pas de réaction, monsieur Bèze? Pas de réaction. 1 an de prison ferme, 2 millions de francs d'amende, sans compter les dommages et intérêts. Le jugement vient de tomber. Claude Bèze reste muet et s'en va très vite. Il est donc le seul condamné dans l'affaire d'escroquerie liée à la rénovation du centre d'entraînement des Girondins de Bordeaux. Ses avocats en tirent argument pour parler d'acharnement à l'encontre de l'ancien président des Girondins. Il est condamné pour une infraction dans laquelle on fait la démonstration de ce qu'il n'a pas mis un sou dans sa poche. Il y a de quoi s'interpeller. Une seule des 4 parties civiles, le Conseil général de la Gironde, avait demandé une réparation financière. Claude Bèze devra lui verser 2,5 millions de francs. 1 an de prison ferme pour Claude Bèze, un jugement clément comparé aux peines encourues. C'est pourquoi l'ancien président des Girondins de Bordeaux n'a pas encore fait appel. Il dispose de 10 jours pour décider s'il prend le risque d'un nouveau procès. La Commission des droits de l'homme a remis aujourd'hui à Édouard Balladur son rapport sur le racisme en France. La menace par tract ou provocation augmente, a dit son président Paul Boucher, mais le nombre des actes de violence reste stable. Le rapport fait également le point sur l'immigration en France et sur la difficulté des étrangers à s'intégrer, difficulté illustrée par ce reportage de Valérie Gagé et Yann Jiquel sur le mariage impossible entre une Française et un Algérien en situation irrégulière.
Djamila est française, fille de harki. Dans 2 mois, elle mettra un enfant au monde. Mais elle sera seule. Kader, le père du bébé, a été reconduit à la frontière mercredi dernier. Les autorités françaises l'ont renvoyé dans son pays, l'Algérie, parce qu'il vivait en France depuis 2 ans sans titre de séjour. Ce qui a amené la reconduite à la frontière, c'est qu'on a voulu se marier, tout simplement, et légaliser notre union, c'est tout. Si on n'avait pas fait de dossier en mairie, si on n'avait pas fait n'importe quoi, si on s'était simplement contenté d'être marié religieusement, et lui de vivre sans papier, eh ben Kader serait encore là. L'adjoint au maire du Pontet, qui s'est occupé de cette affaire, n'a pas souhaité nous recevoir. Au téléphone, il a cependant reconnu avoir lui-même informé le procureur de la République de la situation irrégulière de Kader. Son intime conviction était qu'il pouvait s'agir d'un mariage blanc. En théorie, tout étranger, même sans titre de séjour, a le droit de se marier en France. Dans la pratique, la loi sur la maîtrise de l'immigration a rendu l'administration tatillonne. Il est clair que le climat de suspicion généralisé que l'on a créé à partir de quelques exemples sur ce qu'on appelle les mariages blancs fait que maintenant on suspecte tout mariage. La séparation forcée de Kader et de Djamila n'est qu'un exemple parmi d'autres. Le rapport de la Commission des droits de l'homme met en garde contre une application trop stricte des lois Pasqua. En Algérie, Kader espère un nouveau visa de tourisme pour revenir en France. Plus 2, c'est tout bon. Traduction au 2e enfant, l'État vous aidera. Autrefois, c'était 3. Ainsi, l'allocation parentale d'éducation sera étendue au 2e bambin. C'est l'une des mesures en faveur de la famille que Simone Veil a présentée aujourd'hui et qui fait déjà une famille heureuse, les Perrin-Chéneau, que Luc Bazizin et Céline Remlinger ont rencontrés à Orléans. Balade en famille pour Joseph, 18 mois, et ses parents. La grande sœur est à l'école. La maman, Evelyne, s'est arrêtée de travailler momentanément pour être près de son 2e enfant. Elle avait prévu de reprendre son emploi dès août prochain, mais le projet de loi sur la famille lui fait changer d'avis. Les 2 929 francs d'allocation parentale d'éducation seraient versés dès le 2e enfant et non plus le 3e comme aujourd'hui, à condition que l'un des parents ait cessé son activité et que l'enfant ait moins de 3 ans. Bon, cette loi qui arrive aujourd'hui tombe à pic parce que ça nous permettrait de pouvoir continuer le congé parental à temps plein pendant encore une année, quoi. Et pécuniairement, voilà. est-ce que vous y trouveriez? Oui, on s'y retrouverait, oui. L'économie réalisée serait d'autant plus importante que le salaire du parent en congé sera faible ou moyen. Concrètement, pour nous, ça fera une différence de 1800 francs si Evelyne travaillait à mi-temps par rapport à cette allocation. 1800 francs qu'on peut quantifier tout de suite. Par contre, ce qu'on ne mesure pas actuellement, mais qui effectivement doit être tout à fait intéressant, c'est les frais d'essence pour aller au boulot en moins, les frais de nourrice qu'on n'a plus, etc. Une restriction toutefois pour obtenir le versement de cette allocation, avoir travaillé 2 ans lors des 5 années précédant la naissance et non plus lors des 10 dernières années. Si le projet de loi est adopté, cette mesure ne sera effective qu'à partir du 1er janvier 1995. Un accident ferroviaire meurtrier s'est produit aujourd'hui en Suisse, au centre du pays. Un train express a heurté une grue dans la gare de Däniken. Il y aurait 5 morts et plusieurs blessés. On ne connaît pas encore la raison de cette catastrophe ferroviaire. Des intellectuels français et algériens condamnent l'instauration d'un régime obscurantiste en Algérie. Ils ont des raisons de le faire. Un nouvel attentat a eu lieu aujourd'hui contre un journal, contre le siège d'un journal, Hebdo Libéré. 2 morts. Olivier Lerner. L'Hebdo Libéré a payé cher, très cher, son indépendance d'esprit. 4 hommes armés sont entrés par la grande porte non gardée de cet hebdomadaire. Ils se sont fait passer pour des policiers en civil, mais très vite on a compris. Les rafales d'armes automatiques munies de silencieux fauchent les secrétaires. Un carnage, selon les témoins. Un photographe et le chauffeur du journal sont tués, 3 autres personnes blessées. L'Hebdo Libéré exprimait depuis 3 ans, depuis sa création, des positions radicalement opposées à l'intégrisme islamique. Avec ses 100 000 exemplaires vendus chaque semaine, l'Hebdo Libéré attaquait également, parfois violemment, les partis et les personnalités favorables à la réconciliation nationale. Dans ces locaux, les islamistes armés ont cherché en vain le directeur de publication, mais une fois n'est pas coutume, il n'était pas derrière son bureau ce matin. Il assistait aux obsèques d'un autre journaliste tué samedi à Bab el-Oued.
Ceux qui aiment Saint-Exupéry auront peut-être un lieu de pèlerinage. L'écrivain aviateur se serait écrasé dans le Var en 1944, près de Carqueiranne. Des indices auraient été trouvés. Agnès Varamian, Jean-François Georgetti. 31 juillet 1944, Saint-Exupéry est heureux. Interdit de vol, plusieurs fois il décolle à nouveau pour une mission de guerre. Parti de Corse, direction les Alpes, c'est au retour que le pilote écrivain disparaît. Son avion a-t-il été abattu? L'énigme dure depuis 50 ans. Saint-Exupéry est-il le soldat anonyme retrouvé sur cette plage le 3 septembre 1944? Mise à jour il y a quelques semaines, les archives de l'état civil parlent d'un inconnu de forte corpulence, âgé de 40 à 50 ans. Son corps a été enfoui dans le cimetière de la ville, la concession revendue, le mystère reste entier. L'avion de l'écrivain a-t-il survolé la baie? Un témoin croit se souvenir d'un combat aérien. Il y a eu un combat de mitrailleuses, à ce moment-là, celui d'en haut l'a mitraillé, et j'ai vu la chute, l'avion est tombé, vous voyez, il est tombé, mais je n'ai pas vu l'impact. Mais les archives allemandes ne font état d'aucun combat ce jour-là. Des chercheurs ont bien identifié les traces d'une épave dans la baie, des concrétions, une présence forte d'aluminium, pas de preuves, mais l'espoir. Si les archéologues qui travaillent à des fouilles sur le site arrivent à prouver qu'il s'agit d'un P-38 de reconnaissance, on pourra dire que à 95%, il s'agit de l'avion de Saint-Exupéry. Suivant les consignes, Saint-Exupéry a observé un silence radio tenace pendant son ultime mission. Sa mort mystérieuse, ses écrits en ont fait un héros dont Carqueiranne voudrait bien entretenir le culte. Demandez le programme, il change sur France 2 et France 3. Le président le veut, le président l'a dit. Patricia Charnelet. Dynamisme et créativité, deux mots d'ordre pour les nouveaux programmes de France Télévisions. Sur France 2 tout d'abord, le Ciné-Club de Claude Jean-Philippe passe au jeudi à 22h30. En vedette, le cinéma français des années 30 à 80. Soirée spectacle et culture le vendredi avec C'est votre vie de Frédéric Mitterrand, en alternance avec un policier. Le samedi, divertissement et théâtre en première partie de soirée. Puis Thierry Ardisson et sa nouvelle émission La caméra explose le temps. Enfin le dimanche, après le film, vous retrouverez Nagui et Taratata. De nouveaux magazines sur France 3 le dimanche soir, le nouveau rendez-vous culturel de Bernard Rapp, et le même jour, l'après-midi, une émission de Jacques Chancel sur la télévision. Ce matin, Jean-Pierre Elkabbach a également confirmé la création prochaine d'Euronews France, une chaîne d'information non-stop. Le printemps de France Télévisions n'est que le début d'une nouvelle politique de programme qui sera complétée pour l'été et la rentrée. Jean-Pierre Papin a changé d'avis. La France lui plaît à nouveau. Il jouera demain en bleu, blanc, rouge contre le Chili. Thierry Clopeau. Le dernier match de Papin, c'était ce triste 18 novembre contre la Bulgarie. Papin, victime de crampes, cédait alors sa place à Ginola. Il jurait alors qu'on ne l'y reprendrait plus. JPP, retraite annoncée. 3 mois plus tard, volte-face, c'est le retour en grande pompe. Papin constate à l'entraînement que sa popularité n'est pas entamée. Les Guignols y sont sans doute pour quelque chose. Au fait, Jean-Pierre, cette retraite annoncée, c'était vraiment du sérieux? C'est la plus grosse connerie que j'ai dit de ma vie, ça. Dubitatif, Papin, qui ne joue plus au Milan AC depuis près de 2 mois. Un JPP encore un peu juste physiquement, mais qui est tout heureux malgré tout de retourner au bercail. Un jour ou l'autre, ça aurait été ce choix-là, donc un peu avant, un peu après. Ouais. Est-ce que la France vous manque autant que l'équipe de France? Oui. Oh oui. Ok, pour le retour en équipe de France, pour ce qui est du Milan AC, c'est plutôt ciao. Oh, vous savez, ma décision elle est prise. Quoi qu'il arrive, je quitterai Milan à la fin de la saison. Pour où, on verra ça d'ici quelques mois, quelques semaines. Et puis, c'est sûr que le retour en France, c'est la meilleure des choses qui pourrait m'arriver, je pense. En France, pas exactement. Pour l'instant, c'est plutôt l'AS Monaco qui tient la corde. Aimé Jacquet, le sélectionneur, lui, n'a que faire d'un prochain transfert de Papin. Ce qui l'intéresse, c'est Jean-Pierre en bleu, blanc et rouge. J'ai dit, c'est le moment, il faut que tu reviennes. L'équipe de France a besoin de toi. Il faut impérativement qu'on retrouve un Jean-Pierre Papin avec toutes ses sensations de buteur. Le principal enjeu de ce France-Chili sera en fait le duel que se livreront à distance Papin et le jeune Nantais Wedek. Papin avec l'équipe A et Wedek avec l'équipe Espoir qui jouera demain contre la Russie son quart de finale du championnat d'Europe. Nicolas Wedek est aujourd'hui aux portes de la grande équipe de France. Jean-Pierre Papin, lui, risque gros, une contre-performance demain soir ici au stade de Gerland. Et alors le futur ex-milanais pourrait dire adieu à sa place de titulaire pour les qualifications à l'Euro 96.
Je vous le promettais au début de ce journal, nous allons humer ensemble le doux parfum d'Yvonne avec notre invité Jean-Pierre Marel. Bonsoir. Bonsoir. Très heureux de vous accueillir. Alors, le parfum d'Yvonne, c'est quoi? Dites-le aux téléspectateurs. C'est un film de... C'est un film de Patrice Lecomte qui est tiré d'un roman de Modiano qui s'appelle Ville la Triste. Voilà. Avec Hippolyte Girardot. Et Sandra Maiani, et une nombreuse distribution, et moi-même. Voilà. Alors, on va parler d'histoire après l'extrait? Oui. Allez. Regardons. Mesdames, messieurs, nous vous attendons, vous pouvez faire descendre vos bagages. Vous nous quittez? Ça devait bien arriver un jour ou l'autre, madame. Mais vous sauriez pu au moins nous prévenir d'avance. Mais madame, ce jeune homme n'y est pour rien, il vient de recevoir un ordre de mission signé de la reine des Belges. Vous entendez, madame? La reine des Belges. Et je ne vous ai pas tout dit, madame. La reine des Belges, c'est moi. Oh, mais Seigneur, qu'est-ce que vous transportez là-dedans? Des magazines, noir et blanc, détective, match, et la collection complète des cinémas des 5 dernières années. Oh, mais quel besoin avez-vous de vous encombrer de toutes ces merdes? Ah! Mais elle veut la guerre! Allez! Vous êtes donc la reine des Belges. Ce soir, on reçoit la reine des Belges. C'est qui la reine des Belges dans le parfum d'Yvonne? La reine des Belges dans le parfum d'Yvonne, c'est le docteur René Mann. Ça semble un peu bizarre, mais c'est comme ça. C'est un personnage assez extravagant. Fantasque, bizarre, paumé, un peu comme tous les personnages de Modiano. Et pour s'amuser comme ça, il dit qu'il est la reine Astrid, la reine des Belges. Il y a une sorte de provocation là-dedans, parce que c'est un personnage assez provocateur, parce que malheureux, je pense. C'est un rôle difficile ou pas? Écoutez, tous les personnages de Modiano sont des personnages louches, bizarres, toujours des personnages un peu de lisière. Alors c'est toujours surprenant à jouer, mais c'est vraiment très, très, très intéressant. Moi, ça faisait des années, moi je suis un lecteur de Modiano, ça faisait des années, je me disais, mais quand va-t-on adapter un bouquin de Modiano? Parce qu'on sent le film quand on lit les livres de alors, Modiano. c'est fait avec bonheur, parce que le réalisateur Patrice Lecomte retrouve un peu le ton de Modiano. Oui. Je crois que les sensibilités se sont accordées magnifiquement entre deux. Il y a une vraie rencontre. Alors, Dr Mint dit la reine des Belges, rencontre Victor Schmara, un drôle de conte, c'est Hippolyte Girardot, et Yvonne, deux personnages aussi troubles que vous. Il y a toujours un jeune homme dans les romans de Modiano qui est comme ça, qui traque son passé, qui traque une sorte de quête poétique. Et ce jeune homme retrouve là, dans cette petite ville, là, toujours frontalière, rencontre des personnages bizarres, louches. Ça se passe au moment de la guerre d'Algérie, c'est toujours dans des périodes un peu troubles, les bouquins de Modiano. Et c'est toujours le même sujet, si vous voulez, mais là, je pense qu'il y a eu une vraie rencontre entre l'art d'un metteur en scène et l'art d'un écrivain. Il est toujours difficile, en 3 minutes, après un journal fait de séquences réelles et brutales, comme ça, qui s'entrechoquent, de s'arrêter, comme ça, sur un film ou sur un livre, et de tenter de raconter une histoire. Mais j'ai le sentiment que dans ce film-livre, dans ce livre devenu film, il y a comme une fuite des 3 personnages qui voudraient fuir la vie réelle. Oui. Et qui s'engage dans une vie rêvée, parfois faite aussi de mensonges. Ah oui, mais ça c'est très très juste, mais ça fait partie de l'univers et de la fascination qui opère dans les romans de Modiano, d'espèces de quêtes douloureuses, de fuites, et on ne sait pas très bien où ils veulent aller, ce qu'ils veulent fuir. Ils fuient leur vie de tous les jours, leur vie banale, cette vie provinciale qui les étouffe un petit peu. Oui, c'est certain, et c'est très cinématographique, parce que, je ne sais pas, vous devez lire comme moi, quand paraissent le roman de Modiano de l'année, on a des images, on est poursuivi par des images. Il y a plein de romans de Modiano j'ai le sentiment que ce sont des films que j'ai vus. Un livre de Modiano ne se raconte pas, il se lit. Je dirais la même chose du film de Patrice Lecomte. Il doit se voir. Merci Jean-Pierre Mariel. Je vous en prie. Et bonsoir. C'est la fin de ce journal. Dans quelques instants, Sophie Davant vous parlera du temps. À minuit 20, Philippe Lefebvre dans le cercle de minutes pour les dernières infos. Demain matin, Gérard Leclerc recevra Noël Mamère, 13h, Daniel Bilalian, 20h. Demain, je vous retrouve. Bonne soirée sur France 2. Bonsoir.